Donc on va passer au deuxième exposé. Il y a un peu plus de choses à raconter qu'hier. Mais bon, hier j'ai été un peu plus vite. Donc le plan c'est le suivant. Je vais commencer par résumer ce que j'ai dit hier, puis venir avec une expérience d'Einstein qui n'est pas très connue, qui était dans une lettre à Schrödinger mais qui a été développée par De Broglie. Et puis finalement, qu'est-ce que la non-localité? Et la preuve qu'effectivement, il y a de la non-localité dans le monde. Puis je passerai la théorie de De Broglie-Bohm, expliquer ce que la non-localité veut dire là, la conclusion, et un peu, pour vous distraire, un peu l'histoire de la mécanique quantique, vous verrez qu'elle est assez spectaculaire. Alors, résumé du cours précédent, c'est que le phénomène d'interférence dans l'expérience des deux trous est expliqué par la notion de fonction d'onde et le principe de superposition. Il vaudrait mieux dire qu'il est décrit ou prédit, mais bon, c'est pour ça que j'ai mis expliqué entre guillemets. Mais l'évolution de la fonction d'onde obéit à deux lois incompatibles entre elles, l'une en dehors des mesures, l'autre pendant les mesures. Ceci mène à des paradoxes, le chat de Schrödinger, l'intervention de la conscience, des mondes multiples, etc., ou le fait qu'on se ramène uniquement à prédire des résultats d'expérience en laboratoire et on ne dit rien sur le monde extérieur ou sur ce qui se passe. De plus, comme l'a souligné Einstein dès 1927 au congrès Solvay, cela semble impliquer l'existence d'actions à distance instantanées. Et c'est ça ce qui va nous occuper, c'est ce que j'appelle la non-localité. Donc ce sont deux synonymes, si vous voulez, la non-localité ou l'action à distance instantanée. Et c'est le second mystère quantique après le principe l'interférence. Et Einstein a toujours été préoccupé. En fait, il était déjà préoccupé par ça en 1909, avant la mécanique quantique. Et à mon avis, pratiquement, sauf Schrödinger, personne ne le comprenait. Donc un exemple, c'est les boîtes d'Einstein. Et donc vous avez une boîte ici où il y a une particule unique, on va dire. Bon, c'est une expérience de pensée, mais on peut faire des expériences de ce type-là avec des photons, c'est un peu plus compliqué, mais ça explique ici ce qui se passe. Une unique particule se trouve dans la boîte notée B, et on insère une barrière ici qui coupe la boîte en deux, qui crée deux boîtes B1 et B2. Et on va dire que la fonction d'onde initiale, c'est B, c'est la notation des physiciens, peu importe, ça veut dire que la particule est, entre guillemets, dans B1, dans B. Après avoir coupé la boîte, l'état de la particule devient une superposition de B1 et B2, où B1, c'est la particule est dans la boîte B1, B2, la particule est dans la boîte B2, et j'ai mis des guillemets à est, parce qu'on revient toujours à l'ambiguïté fondamentale, ça veut dire peut être trouvée en B1 ou B2 si on effectue une mesure qui détermine dans quelle boîte elle est. Mais, comme je vous l'ai dit, dans l'orthodoxie, il n'y a pas de position, il n'y a pas de trajectoire, et on ne se commet pas pour dire qu'elle est quelque part. C'est analogue à ce que j'ai dit là, hier, avec la fonction d'onde qui a une fonction d'onde en un intervalle A, psi1, une fonction d'onde définie sur intervalle B, psi2, 0 partout ailleurs, vous avez la somme des deux, et c'est souvent dit la particule est à la fois en A et en B, mais pas nécessairement dans l'un des deux. Alors maintenant vient le problème de la non-localité. Vous envoyez les boîtes résultantes aussi loin qu'on veut. Vous en envoyez une à Tokyo ou une à New York, mettons, mais aussi loin que vous voulez, beaucoup plus loin que ça si vous voulez. Si l'on ouvre une des boîtes, mettons B1, et qu'on n'y trouve pas la particule, on sait qu'elle se trouve en B2. Par conséquent, l'état se réduit instantanément et de façon non locale. Non locale, veut dire en agissant à Tokyo, je ne trouve pas la particule, du coup elle est à New York. Vous ouvrez la boîte B1, vous n'avez rien, c'est une mesure, donc l'état devient B2, et si on ouvre la boîte B2, on va y trouver la particule. Mais évidemment, vous allez me dire, bon, il suffit de dire que la particule est dans une des boîtes, bien sûr, mais ça c'est justement ce qu'on ne dit pas. Alors maintenant, je vais venir à un dilemme qui est à la base de ce qu'Einstein dit tout le temps. Est-ce que la fonction d'onde est physique ou épistémique? Alors je vais expliquer les termes. Si elle a un sens physique, c'est-à-dire que réduire la fonction d'onde en ouvrant la boîte B1 a un effet physique sur ce qui se passe dans la boîte B2. Par exemple, il y a des théories où vous avez une demi-particule dans chaque boîte avant de l'ouvrir, et quand vous ouvrez, zoup, la demi-particule saute d'une boîte à l'autre. Ce n'est pas une théorie que je défends, mais ça existe. Si elle a un sens purement épistémique, c'est-à-dire que réduire la fonction d'onde nous apprend simplement quelque chose sur le système, à savoir ici que la particule était dans B2, ça veut dire que la mécanique quantique est une description incomplète, ce qui est exactement ce qu'Einstein voulait montrer. C'est-à-dire qu'il existe des variables cachées qui compléteraient la description quantique et ici dirait simplement dans quelle boîte se trouve la particule avant qu'on ouvre une des boîtes. Il est évident que ceci, c'est la solution que vous avez probablement en tête comme étant un sens commun, mais ce n'est pas celle qui est orthodoxe et c'est justement pour ça qu'Einstein a inventé ces expériences les unes après les autres, pour dire que vous êtes obligé d'admettre que la mécanique quantique est incomplète si vous voulez sauver la localité. Donc j'espère que le dilemme au moins est clair. Vous pouvez imaginer des effets non locaux, mais vous pouvez aussi dire qu'il n'y en a pas dans ce cas-ci. La particule dans une des boîtes, c'est tout bête. On découvre seulement dans quelle elle est. Alors, qu'est-ce que la non-localité? Donc, je dis c'est synonyme d'action instantanée à distance. Alors, qu'est-ce que c'est une action à distance? Alors, je donne un exemple que je ne peux plus beaucoup utiliser, sauf devant des gens qui sont belges et de préférence suffisamment âgés.
des aventures de Tintin. Mais je pense que vous connaissez ça, les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Donc dans les 7 boules de cristal, vous avez des savants qui ont été des explorateurs, qui ont été en Amérique latine dans une civilisation inca cachée, et qui les ont profanés, enfin les Incas n'étaient pas très contents, et à heure fixe, ces gens, ces malheureux, à l'hôpital, se sentent pris de douleur. Et on se demande d'où ça vient, on n'a pas d'explication, et l'explication se trouve dans le temple du soleil, où Tintin arrive, chez ces gens arrivent à les convaincre de détruire les statuettes, donc il y a une statuette pour chaque explorateur, et vous voyez des aiguilles ici, on met des aiguilles dans la statuette, et suivant qu'on met des aiguilles ou pas, la personne en question est prise de douleur. D'accord ? Et quand on brûle les statuettes, ils se réveillent, ils sont de nouveau sans problème. Alors évidemment, je ne crois pas que ce genre de truc est possible, rassurez-vous, mais ça illustre l'idée d'action à distance. Parce que ça veut dire, attendez, je vais pas me prendre ma montre parce que j'ai oublié. Désolé. Donc, ça illustre. Alors, premièrement, c'est instantané. Vous piquez, instantanément, la personne a mal. Deuxièmement, c'est à portée arbitrairement longue. La personne pourrait aller sur la Lune, l'effet serait le même. Et l'effet ne décroît pas avec la distance. Il a aussi mal qu'il soit à Bruxelles ou sur la Lune, etc. C'est individué, ça c'est très important et c'est très bizarre. C'est-à-dire c'est la statuette qu'on pique qui fait que la personne en question a mal, pas la personne à côté, pas... D'accord ? Et ça permet de transmettre des messages. Peut-être pas de façon très sympathique, mais si vous décidez toutes les 10 secondes de piquer ou de ne pas piquer la statuette, vous pouvez de l'autre côté observer si la personne a mal ou pas, et alors vous pouvez dire s'il a mal, j'associe ça au symbole 1, s'il n'a pas mal, j'associe ça au symbole 0, et en répétant l'expérience suffisamment longtemps, vous avez une suite de 0 et de 1, et par conséquent, si vous transmettez une suite de 0 et de 1, vous pouvez dire en 1 c'est une longue, en 0 c'est une brève, en morse, et donc vous pouvez coder un message en morse ou n'importe quel message dans une langue ordinaire. Donc vous pouvez transmettre des messages. Alors évidemment, ces 4 trucs ensemble, ça c'est quelque chose dont, qui ne sont pas possibles. Enfin, j'espère qu'ils ne sont pas possibles. Mais dans la gravitation de Newton, et on va y revenir, ce qui se passe, c'est que si vous regardez les équations, vous voyez que les positions des particules dans l'univers dépendent de leur vitesse dépend de leur accélération, et leur accélération dépend des positions et des masses de toutes les particules dans l'univers, et cela instantanément. Ce qui veut dire que, stricto sensu, bien sûr c'est une expérience de pensée, si je bouge mon bras, je déplace, je déforme, si vous voulez, la distribution de masse dans l'univers, il y a mon bras qui était ici, il est là, et j'influence instantanément, gravitationnellement, tous les corps dans l'univers, de façon imperceptible, mais ça c'est autre chose. Mais dans les équations, c'est un fait. Et donc c'est une action, si vous voulez, qui est instantanée, et qui est effectivement à portée arbitrairement longue. Mais bien sûr, l'effet décroît avec la distance, parce qu'il décroît avec la loi de Newton étant 1 sur la distance au carré, donc évidemment l'effet décroît de façon qu'il est imperceptible, la masse n'est pas très grande. Il n'est pas individué, c'est tous les corps qui, à une distance donnée, subissent la gravitation de la même façon. Et ça permet de nouveau de transmettre des messages, parce que si l'effet gravitationnel était détectable, alors en bougeant mon bras toutes les 10 secondes, en ne le bougeant pas, je peux envoyer un signal, si on peut détecter, mettons sur la Lune, si j'ai bougé mon bras ou pas, à cause de l'effet gravitationnel, on ne peut pas le faire, mais je dis si, d'accord, alors on pourrait transmettre un message. Et la gravitation de Newton avait ces propriétés-là au XVIIe siècle, et c'est une chose que les physiciens n'aimaient pas, y compris Newton, on va le voir dans un moment. Et la physique post-newtonienne s'est fondée sur l'idée de champ, par exemple le champ électromagnétique ou gravitationnel, on a trouvé des ondes gravitationnelles cette année, enfin on a annoncé leur découverte cette année, et le champ électromagnétique, comme j'ai expliqué hier, vous avez des ondes qui sont envoyées par l'émetteur, je parle en termes anciens de la RTB, qui sont captées par votre antenne, radio ou TV, qui sont transformées en son et en images. Mais ces ondes se propagent à une vitesse finie, la vitesse de la lumière, mais finie, d'accord ? Se propagent de proche en proche. Il n'y a rien d'instantané à distance là-dedans. Et donc l'idée de champ a la propriété 2A, évidemment ça décroît avec la distance, et la propriété 4, puisque en principe, les ondes gravitationnelles vous permettent de transmettre des émissions de radio et de TV qui contiennent des messages. Peut-être pas d'informations, mais contiennent des messages. Alors, est-ce qu'il existe des phénomènes avec des propriétés 1 à 3 ? Ça, c'est ce qu'on va démontrer, c'est qu'en fait, il y a des propriétés 1 à 3, mais pas 4. La différence entre 1 à 3 et 4, c'est la différence entre les sciences et les pseudosciences. On verra que presque toutes les exploitations pseudoscientifiques de la non-localité rajoutent le 4. Alors, pour vous montrer que la non-localité n'est pas un truc généralement admis, c'est un euphémisme,
Newton, qui l'a introduite, disait ceci, qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide et sans la médiation de quelque autre corps, donc sans propagation de proche en proche, me paraît être une telle absurdité que je pense qu'aucune personne possédant la faculté de raisonner dans les questions philosophiques, à l'époque philosophique voulait dire physique si vous voulez, ne pourra jamais y croire. D'accord ? Einstein, évidemment, était le plus grand adversaire de la non-localité. Il disait ce qui existe en un point B ne devrait pas dépendre, et ça c'est dans le cas de nouveau les mesures en mécanique quantique, du type de mesure qui est faite en un autre point A de l'espace. Ce devrait également être indépendant du fait que l'on mesure ou non quelque chose en A. Donc ça va être deux points B différents. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici, ça ne va pas influencer instantanément ce qui va se passer en A. Et l'argument, on va dire pragmatique, il était donné par un Hollandais qui s'appelait Casimir, contre l'action à distance, c'est assez simple. Il dit si les résultats d'une expérience sur la chute libre ici à Amsterdam devaient dépendre de façon appréciable de la température au Mont Blanc, de la hauteur de la Seine à Paris ou de la position des planètes, nous n'irions pas très loin. Parce que, évidemment, si tout est connecté à tout, alors vous devriez connaître les valeurs de toutes les variables, la hauteur de la Seine, le Mont Blanc, enfin, tout ce que vous voulez, pour faire une expérience ici. Et la physique n'est possible que précisément parce qu'elle est d'une certaine façon, le monde est local, c'est-à-dire ce qui se passe ici ne dépend pas de façon sensible de ce qui se passe ailleurs. Et ce sera vrai encore en mécanique quantique. Mais le fait qu'on puisse avoir des actions à distance subtiles est évidemment quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, pour vous convaincre encore de la bizarrerie, si vous voulez, des actions à distance, imaginez que vous ayez deux personnes éloignées qui jettent des pièces de monnaie de façon répétée, et elles tombent aléatoirement pile et face, mais toujours à gauche et à droite, des deux côtés, ça va être chaque fois pile. Si c'est pile d'un côté, c'est pile de l'autre. Face d'un côté, c'est face de l'autre. Mais c'est aléatoire. Si on vous demande d'expliquer, mais je ne dis pas que c'est possible, je dis imaginons, qu'est-ce que vous allez donner comme explication? Bien, vous avez deux explications. On va revenir à ce dilemme. L'un, c'est de dire, les deux personnes savent manipuler le résultat de façon à obtenir le résultat qu'ils veulent, et deux, ils sont mis d'accord sur un protocole d'une suite de piles et de faces. D'accord? Ça paraît raisonnable. Donc, ils se sont réunis, ils se sont mis d'accord pour avoir tel ou tel résultat. Vous n'allez pas dire, si vous n'êtes pas fou, qu'en agissant, une personne en jetant sa pièce de monnaie influence instantanément à distance la façon dont l'autre pièce de monnaie tombe. D'accord? Et donc, vous allez avoir une explication locale, puisque locale, ça veut dire que les deux personnes sont réunies, ils ont appris comment manipuler les pièces de monnaie, ils sont mis d'accord sur le protocole, etc. Mais vous n'avez pas imaginé qu'il y a une action à distance, je pense, enfin, j'espère. Bon. Et donc, vous prenez un exemple. Vous avez ça dans les journaux, vous avez souvent des études sur ce qu'on appelle les jumeaux univitellins, les vrais jumeaux élevés séparément. Alors on découvre qu'ils sont très semblables. Il y en a un qui a un chat, il l'appelle Mirza, l'autre aussi a un chat qui s'appelle Mirza. Alors évidemment, si vous cherchez une explication, vous allez dire, comme les gènes sont absolument les mêmes, d'ailleurs ils peuvent être élevés ensemble, ça n'a pas d'importance du moment qu'ils sont séparés au moment où on regarde l'histoire des chats. Et donc vous allez dire, c'est une forme bizarre, mais assez forte de déterminisme génétique, dont vous cherchez une explication locale qui remonte évidemment à leur gène commun. Vous n'allez pas dire que parce qu'un a acquis un chat qu'il a appelé Mirza, il a influencé l'autre pour acquérir un chat appelé Mirza. D'accord? Ce serait une action à distance. Donc, j'espère que c'est clair que c'est choquant. Et donc, maintenant, je vais vous montrer, j'espère, qu'il y a des actions à distance dans le monde. Et donc, j'espère que vous serez choqués. Alors, l'argument, c'est le suivant. Mais l'argument est en deux temps. Donc, vous avez Alice et Bob. C'est d'habitude, les deux protagonistes dans les histoires de mécanique quantique, c'est toujours Alice et Bob. Il y a la parité. Et donc, Alice et Bob sont dans une pièce, mettons cette pièce-ci, et ils se parlent, ils se mettent d'accord sur tout ce qu'ils veulent, et puis ils sortent par deux portes différentes, ou mettons, ils vont à deux endroits éloignés aussi loin qu'on veut, que je vais appeler X et Y. Et quand ils arrivent en X et Y, donc ils sont séparés, on leur pose une parmi trois questions. Mais ce n'est pas quel âge avez-vous, quel film vous préférez, non, c'est 1, 2, 3, d'accord? C'est juste, on leur donne un nombre, et ils doivent dire oui ou non. D'accord? Alors on va étudier les statistiques de ces réponses, mais c'est juste un nombre, et on dit oui ou non. Alors, l'expérience est répétée un grand nombre de fois. Donc ils vont vers les portes, on leur pose une question, on leur donne un nombre, ils disent oui ou non, ils reviennent, ils refont l'expérience, c'est très embêtant, ils font ça 1 milliard de fois. Peu importe, mais quand on regarde les questions et les réponses, elles sont aléatoires. Une fois c'est 1, une fois c'est 2, une fois c'est 3, et les réponses c'est oui, non, il n'y a pas d'ordre particulier. Et ils peuvent adopter la stratégie qu'ils veulent quand ils sont ensemble avant de se séparer. Donc, quand ils sont dans la pièce, ils peuvent se parler. Mais une fois qu'ils sont arrivés en X et Y, ils ne peuvent plus communiquer. D'accord?
Alors maintenant, les réponses, bien qu'elles soient aléatoires, ont certaines propriétés que je vais expliquer et qui vont vous amener à la conclusion de la non-localité. Alors, première observation, il y a deux observations, deux propriétés. La première, c'est quand on pose la même question en x et y, on a toujours la même réponse, des deux côtés. Alors, moi, je dis que la seule possibilité, c'est que les réponses sont prédéterminées par le choix d'Alice et de Bob. Et donc, ils ont décidé une stratégie commune, c'est-à-dire, ils disent, par exemple, si la question est 1, on répond tous les deux oui, si c'est 2, on répond tous les deux oui, si c'est 3, on répond tous les deux oui. Ici, par exemple, ce sera, si c'est 1, c'est oui, si c'est 2, c'est non, si c'est 3, c'est non, mais on se met d'accord pour avoir la même réponse des deux côtés. Vous êtes d'accord? Et donc, il y a 8 stratégies, parce qu'il y a 3 questions, il y a 2 réponses, donc il y a 2 exposant 3 égale 8 possibilités. J'ai mis les listes de possibilités ici. Bon, un exemple de données que j'ai inventé comme ça, mais ici, vous avez un certain nombre d'expériences. Donc, ici, vous avez à gauche la question 1, à droite la question 1, la réponse est oui, oui. Hein, ici, c'est la question 1 à gauche, la question à droite, et la réponse est non, oui. Et j'ai mis en gras, ne regardez que les gras pour le moment, je reviendrai au truc souligné plus tard. Si vous regardez les trucs en gras, ben vous voyez que chaque fois que les questions sont les mêmes des deux côtés, vous avez la même réponse. D'accord? Et ailleurs, les questions ne sont pas les mêmes des deux côtés, alors les réponses sont, pour l'instant, elles sont quelconques. Vous avez toujours les mêmes réponses. Alors, la question, je voudrais vous poser, bon, je ne pense pas que j'ai vraiment le temps de faire un débat là-dessus, mais on y reviendra dans les questions. Pensez-vous à une autre possibilité si aucune communication n'est possible entre Alice et Bob une fois qu'ils sont séparés? Évidemment, il se pourrait qu'Alice aille d'un côté, téléphone à Bob, dit j'ai eu la question 1, j'ai répondu oui. Alors Bob, s'il a la question 1, il répond oui, s'il a la question 2 ou 3, il fait ce qu'il veut. Et comme ça, ce sera évidemment coordination parfaite. S'il y a communication, mais si les réponses sont entre guillemets instantanées, se font au même moment, alors les spécialistes de la réactivité vont poser des questions là-dessus, mais oublions ça pour l'instant, soyons naïfs, ils se font au même moment, alors évidemment, on ne peut pas avoir de communication en principe, et donc s'il n'y a pas d'action à distance, il n'y a pas de communication, on est obligé de supposer qu'il soit prédéterminé. Moi, je ne vois pas d'alternative. Si vous en voyez une, vous êtes vraiment convaincu, dites-la maintenant. On peut en discuter, mais pour moi, ça c'est le point fondamental. Parce que si vous acceptez qu'il n'y a pas d'alternative, alors comme on dit dans un film policier, vous êtes fait. C'est-à-dire que la suite de ce que je vais dire devient un truc purement logique. Non, je ne vois pas d'alternative. Mais évidemment, ça c'est l'hypothèse. Donc, si je suppose la localité, c'est-à-dire que je suppose aucune communication quand ils sont arrivés, et que les réponses sont parfaitement corrélées, alors elles devraient être prédéterminées. Ça, c'est le raisonnement. D'accord? Alors, il y a un exemple qui n'est peut-être pas super pédagogique, mais je vais quand même l'expliquer parce qu'il est très célèbre. C'est une conférence de Bell à Paris en 1980, qui s'appelle « Les chaussettes de M. Bertman, la nature de la réalité ». Alors, il avait un collègue qui s'appelait Bertman, qui vit toujours, je crois, et qui avait une particularité, il avait des chaussettes de couleurs différentes. Donc, si vous voyez une chaussette qui est rose, vous savez que l'autre n'est pas rose. Il paraît que M. Bertman n'était pas très content qu'on se moque de ses chaussettes. Mais, d'ailleurs, il écrit des trucs sur le terme de Bell que je pense qu'il aurait compris ce que Bell voulait dire là-dedans, mais bon. Alors, le truc, évidemment, qui n'est pas... Bon, ce serait plus pédagogique, en fait, si c'était des chaussettes de même couleur, mais peu importe. La couleur des chaussettes existe indépendamment du fait qu'on les regarde ou non. Du moins, c'est ce qu'on pense. Mais que diriez-vous si la science vous disait que la couleur des chaussettes n'existe pas avant qu'on les regarde? N'oubliez pas tous les trucs créés par l'observation. Et que néanmoins, le fait de regarder une chaussette sur un pied vous permet de connaître instantanément la couleur de la chaussette sur l'autre pied. Et que de plus, cela resterait vrai si les deux chaussettes, pas attachées nécessairement à des pieds, étaient aussi éloignées l'une de l'autre que l'on veut. Donc, vous seriez dans une situation qui est un peu similaire à ce qu'on va dire maintenant. Et donc, je reprends ce que j'ai dit jusqu'à présent. Vous avez x, y qui sont très éloignés. Vous avez 3 questions, 2 réponses. Quand on pose la même question, on a toujours la même réponse. Corrélation, s'il n'y a aucune sorte d'action à distance, aucune communication, il existe des valeurs prédéterminées qui sont aléatoires, évidemment. C'est-à-dire que Alice et Bob se mettent d'accord sur une stratégie, on va dire oui, oui, non. Et puis une autre fois, ils vont dire on va dire non, non, oui aux 3 questions. D'accord? Mais le fait que ces valeurs sont prédéterminées sont, comme la couleur des chaussettes, ce qu'on appelle des variables cachées, c'est-à-dire par définition, je ne veux pas entendre de protestation sur ce mot, c'est la définition que je donne, n'importe quelle description du système qui ne font pas partie de la fonction d'onde de la description quantique du système, et on verra dans la situation, quand j'arriverai à la situation physique, que dans la description quantique, il n'y a pas de valeur de tel type.
Et ça, c'est la partie Einstein-Podolsky-Rosen de l'argument, reformulé par Bohm, on y viendra plus tard, mais ça, c'est pas important, conceptuellement, c'est ça. Et l'argument date de 1935. Et quand, comment dirais-je, l'argument a été formulé, Bohr a travaillé intensément pendant plusieurs semaines, Rosenfeld raconte ça, comment ça a été bold from the blue, comment on dit, je ne vais pas traduire ça, mais quand il a reçu l'article d'EPR, et il a travaillé de façon... Bon, et alors il a écrit un article, une réponse à EPR. Alors si vous demandez au physicien moyen, il va vous dire que Bohr a répondu adéquatement à EPR. Mais je vous défie de comprendre ce qu'a dit Bohr. Un détail amusant, c'est que dans ce qu'on appelle entre spécialistes de la mécanique quantique le grand livre rouge, parce que c'est un livre qui est grand et qui a une couverture rouge, qui reprend tous les textes classiques sur la mécanique quantique. Vous avez l'article de PR, vous avez l'article de Bohr, mais l'article de Bohr, les pages sont à l'envers. Et donc, je ne sais pas pourquoi les gens ne se sont pas plaints de ça avant, mais toujours est-il que moi, je prétends que c'est incompréhensible, et c'est très bien... Par exemple, ça, c'est le genre de truc que Bell dissecte parfaitement dans son bouquin. Bien, donc vous avez cette supposition, donc que les trucs sont prédéterminés, et contredite par des observations, en fait, quand les questions sont différentes. Ça, c'est ce que Bell a remarqué en 1964. C'est-à-dire qu'en 1964, donc 30 ans après pratiquement EPR, Bell a découvert qu'il y avait une autre propriété des statistiques qui posait problème. Alors, la propriété des statistiques, c'est quand les questions en X et Y sont différentes, donc je vous ai dit, elles ne sont pas toujours les mêmes. Quand elles sont les mêmes, elles sont parfaitement corrélées. Mais quand elles sont différentes, il y a aussi des statistiques. Ça, je ne vous ai pas dit lesquelles. Les réponses sont les mêmes seulement une fois sur 4. Alors, ça peut ne pas vous choquer. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Donc ici, j'avais 57... combien j'avais donné? J'avais 54 expériences avec 17 des mêmes questions. Donc j'avais 37 avec des questions différentes. Et alors ici, ici j'ai souligné. Donc ici, par exemple, vous avez 1 d'un côté, 2 de l'autre. Non, oui. Et là, vous avez 1, 2. Et vous avez non, non. Et donc j'ai souligné chaque fois que j'avais une réponse identique des deux côtés. Et j'en ai... C'est moi qui ai inventé ça. Je n'ai pas été faire ça en labo, il faut vous rassurer. Mais il y a... Comment dirais-je? Vous avez non, non ou oui, oui. C'est aléatoire. Quand les questions sont différentes, seulement 9 fois sur 37, donc à peu près un quart. Alors, il y a un théorème de Bell. Bon, il ne l'a pas formulé sous cette forme-là, c'est d'autres qui l'ont formulé, mais qui montre que les propriétés suivantes sont incompatibles. Les réponses des deux côtés sont prédéterminées, ce qui suit de leur identité d'hypothèse de localité. La fréquence avec laquelle les réponses sont les mêmes quand les questions sont différentes est de 1/4. Alors, je regarde un peu où j'en suis avec le temps. Je pense que j'ai la démonstration, je l'ai mise dans les slides. Je vais la sauter pour éviter d'être trop compliqué, mais je veux bien revenir à la démonstration si on me la pose dans les questions-réponses. Mais je tiens à souligner que l'important, c'est que ça, c'est un théorème mathématique. Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes fait, quoi. Vous ne pouvez pas vous échapper. Donc, si vous avez accepté l'hypothèse 1, le 2, c'est un fait empirique, et ça, c'est un théorème mathématique. Alors, je vais sauter la démonstration. Je vais revenir à la signification, mais je vais décrire... Ça, c'est Mermin qui donne cette description, qui est tout à fait amusante, parce qu'elle ne rentre dans aucun détail précis, mais vous avez un appareil ici qui vous poussez, et chaque fois que vous poussez, vous envoyez quelque chose, on ne va même pas dire quoi, des particules, si vous peu importe quoi, vers des détecteurs, ici. Et alors, il y a 3 positions pour le détecteur, 1, 2, 3, ici c'est 2, là c'est 3, donc vous avez la question 2 ici, la question 3 là, et vous avez des lumières qui, ici je n'ai pas la photo en couleur, mais qui sont rouges et vertes, et qui correspondent au oui ou non. Et tout ce que vous voyez, la phénoménologie, c'est ça, vous avez un monsieur au milieu qui pousse sur le bouton, et ici, il y a des gens qui mettent les trucs aléatoirement, vous regardez les rouges et les verts, vous regardez les statistiques des rouges et des verts, vous avez le truc que je décris. Alors je vais quand même l'expliquer, parce que je pense que, bon, il y a des petits passages du cours qui seront peut-être plus techniques, mais pas très techniques. Tant que vous ne vous posez pas de questions trop approfondies, ça n'a rien de compliqué. Les particules, comme les électrons, ont ce qu'on appelle un spin. Alors, spin, ça donne l'impression de tourner, mais n'imaginez rien de chosiste à propos de ça. Simplement, ce qu'elles font, c'est que quand il y a ce qu'on appelle un champ magnétique, peu importe, ici, j'ai simplement mis une flèche, ici, dans un sens, dans une boîte. Donc, la boîte, ici, est supposée, bon, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais être perpendiculaire au mouvement, ici, de la particule. La particule va soit aller dans la direction du champ, soit dans la direction opposée du champ.
D'accord? Ça, c'est dans la direction verticale que j'ai appelée 1. Mais vous pouvez avoir la même chose dans la direction horizontale. Vous pouvez avoir plusieurs directions. Il y en a une infinité, mais disons j'en ai dessiné 2. Soit la particule va dans le sens du champ, soit elle va dans le sens opposé au champ. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le spin. D'accord? C'est rien, il ne faut pas imaginer quoi que ce soit. Alors, ce qui se passe dans les expériences EPR, c'est que les deux particules A et B peuvent aussi être envoyées des boîtes X et Y. Ça, c'est les deux. C'est Alice et Bob maintenant, c'est deux particules. X et Y, c'est des questions, hein, dans lesquelles on trouve un champ magnétique orienté suivant l'axe vertical. Et, that's the point, ça c'est le point important, on peut préparer une fonction d'onde commune aux deux particules, c'est ça ce qui est important. C'est le fait que la même fonction d'onde, d'une certaine façon, est commune aux deux particules qui va être la source de la non-localité, telle que, en arrivant en X et Y, une possibilité, il y a deux possibilités. Une, c'est que la particule A va dans le sens du champ, la particule B va dans le sens opposé au champ. Comme vous voyez ici, elle va dans le sens du champ, dans le sens opposé au champ. Et l'autre possibilité, c'est que la particule A va dans le sens opposé au champ, la particule B dans le sens du champ. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux particules qui vont dans le sens du champ ou dans le sens opposé. C'est l'une dans un sens, l'autre dans le sens opposé. Et ces deux particules sont envoyées dans la boîte X et Y dans laquelle se trouve un champ magnétique maintenant horizontal, comme précédemment. Eh bien, vous avez de nouveau deux possibilités. La particule A va dans le sens du champ, la particule B va dans le sens opposé au champ. Ou vous avez la particule A qui va dans le sens opposé au champ, la particule B qui va dans le sens du champ. On ne voit jamais les deux particules dans aucune de ces expériences aller simultanément dans la direction du champ, aller simultanément dans la direction opposée au champ. Donc ces deux particules, en fonction de leur fonction d'onde, sont parfaitement corrélées. Mais la fonction d'onde à elle seule ne spécifie pas quel résultat on va obtenir. C'est de nouveau une superposition qui dit la particule A dans le sens du champ, la particule B va dans le sens opposé, et, donc c'est la somme si vous voulez, mathématiquement, mais c'est et, la particule B va dans le sens du champ, la particule A va dans le sens opposé, et cela quelle que soit l'orientation du champ. Vous pouvez horizontale, diagonale, etc. Vous avez toutes les possibilités. Alors maintenant, retraduisons ça dans mon histoire avec Alice et Bob qui vont vers des portes différentes. Le choix d'orientation du champ est analogue aux questions. Ici, j'ai deux questions. Je vais venir avec trois questions dans un moment, mais deux questions. Et la direction prise par les particules est analogue aux réponses qui sont parfaitement anticorrélées. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais vous avez dit que les réponses étaient toujours oui ou oui des deux côtés, ou non et non. Et maintenant, vous nous dites que la particule va dans le sens du champ, sens opposé. Donc, ce serait plutôt oui et non. Mais ça, c'est une question de convention. Vous pouvez très bien dire que si la particule va dans le sens du champ à gauche, c'est oui, et si elle va dans le sens du champ à droite, c'est non. Et comme ça, les réponses sont parfaitement corrélées oui, oui ou non, non. Ça, c'est purement conventionnel. Donc, dans la physique, c'est anticorrélé, mais dans mon exemple pédagogique, je trouvais ça plus simple de corréler. Mais, on peut choisir trois orientations du champ. Donc, ce n'est pas les deux que j'ai indiquées, une horizontale, enfin, il y en a, bon, ça peu importe, elles sont à 120 degrés les unes des autres, mais trois orientations, telles que les réponses, quand les orientations du champ sont différentes en X et Y, sont anticorrélées une fois seulement sur 4. Donc, les réponses vont être les mêmes des deux côtés, puisque c'est l'anticorrélation. Ça va arriver une fois sur 4, et à cause du théorème de Bell, c'est impossible. Donc, je reprends la logique. Vous avez des corrélations parfaites, plus la localité, donc vous avez ces valeurs préexistantes, ces variables cachées. Ça, c'est EPR. Bell montre que ces valeurs préexistantes n'existent pas à cause du facteur 1/4. Alors maintenant, c'est purement de la logique, d'accord? Si vous combinez EPR et Bell, vous avez la non-localité. Pourquoi? Parce que les corrélations parfaites sont des faits. Hein, et comme vous savez, les faits sont plus importants que les lois de mer, au moins en Angleterre, peut-être pas en France. Mais... Et alors, vous avez le facteur 1/4, d'accord? Et en combinant les deux, vous avez la non-localité, puisque la seule hypothèse, c'était ça. Ça, c'est un fait empirique, ça, c'est un fait empirique, et le reste, c'est un raisonnement logique. Donc, vous ne pouvez pas... Si vous faites une hypothèse de localité, vous avez P implique Q, et que vous montrez que Q est faux, et bien P est faux, d'accord? On ne peut pas en sortir. Et donc, il y a quelque chose de non local dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ces expériences où, agissant d'un côté, on influence de l'autre côté. Mais ce qu'il y a de non local, on n'en sait rien. Si vous prenez la mécanique quantique ordinaire, ce qui se passe, c'est qu'en faisant une mesure d'un côté, la fonction d'onde qui était une superposition de deux, comme j'ai dit, de la fonction d'onde va vers le haut et d'un côté vers le bas de l'autre, bon, etc., alors il y a l'effondrement, il y a la réduction de la fonction d'onde. Et la réduction de la fonction d'onde fait que la fonction d'onde, si je fais une mesure rien qu'en A, je réduis la fonction d'onde aussi en X, pardon,
je réduis la fonction d'onde aussi en y. Donc j'ai une réduction non locale. Mais comme dans l'histoire des boîtes d'Einstein, on peut être ambigu sur ce que cette opération veut dire. On peut dire, ah mais ça c'est épistémique, c'est simplement j'apprends que la particule avait sa valeur du spin dans un sens ou l'autre. Mais alors ça veut dire qu'il y avait des variables cachées. Ça veut dire que la description n'est pas complète. Et ça c'est justement ce qui est en général nié. Et donc, quand vous discutez avec les physiciens orthodoxes, ils oscillent entre plusieurs positions. On reviendra là-dessus plus tard. Mais pour moi, ce qui est important, et quand vous lisez des vulgarisations de Bell, on vous dit toujours « Ah, il a montré que les variables cachées n'existaient pas ». Mais on savait déjà que les variables cachées, c'était un gros mot. Bohr nous a expliqué, Heisenberg nous a expliqué, on sait qu'on ne dit pas ça à table, variables cachées. Et donc, mais seulement le problème, c'est que Bell a toujours dit « Mais ces variables cachées existent si la localité est vraie ». Il a toujours dit, et on ne le lit pas. Et donc, évidemment, c'est la localité qui s'en va, ce n'est pas les variables cachées seulement. Sauf, évidemment, si vous oubliez la partie EPR de l'argument. Comme il y a 30 ans entre les deux, on peut comprendre que les gens oublient, mais 40 ans ou 50 ans après Bell, on pourrait quand même le lire. Bon. Alors, il n'y a aucune hypothèse sur le déterminisme, les variables cachées, le réalisme, etc., que vous trouvez en général dans les vulgarisations du théorème de Bell. Alors, je vais citer Bell pour vous montrer qu'il était très explicite, simplement on ne le lit pas. Il dit résumer une fois de plus le raisonnement qui mène à l'impasse, l'impasse étant la non-localité. Les corrélations EPR-B. Alors, EPR, c'est Einstein-Podolsky-Rosen, 1935. B, c'est Bohm qui a reformulé l'argument dans la formulation que j'utilise maintenant en 51. Sont telles que le résultat de l'expérience d'un côté prédit immédiatement celui de l'autre côté quand les analyseurs sont parallèles. Alors, les analyseurs, c'est les directions du champ, dans mon langage. Si nous n'acceptons pas l'idée selon laquelle l'intervention d'un côté a un effet causal sur l'autre, si nous n'acceptons pas la non-localité, nous sommes, semble-t-il, il ne doit pas mettre le semble-t-il, on efface le semble-t-il, nous sommes obligés d'admettre que les résultats des deux côtés sont de toute façon déterminés à l'avance, indépendamment de l'intervention d'un côté, par des signaux venant de la source et par les dispositions locales des aimants, les aimants étant les champs magnétiques. Donc il dit qu'ils sont déterminés à l'avance. Donc ça veut dire Alice et Bob ont les réponses à l'avance. Mais cela a des conséquences sur des dispositifs non parallèles, quand on pose des questions différentes, qui sont en conflit avec la mécanique quantique. Quand il écrit ça, l'expérience n'a pas été faite. Ces expériences-là n'ont pas été faites. Depuis, ça a été fait par Clauser, ça a été fait par Aspect à Orsay, ça a été refait avec des précisions inouïes encore récemment à Utrecht. Je veux dire, maintenant, ce n'est pas en conflit avec la mécanique quantique, c'est en conflit avec les faits. Faits prédits par la mécanique quantique, mais les faits, c'est plus important. Donc, on ne peut pas nier que l'intervention d'un côté a une influence causale sur l'autre. Mais laquelle, je ne sais pas, parce que dans la théorie ordinaire, c'est simplement l'effondrement, la réduction du paquet d'ondes, et ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, je vais quand même vous rassurer, parce que il y a tout un... Il y a un livre ici, un livre que n'est pas dans celui que je recommande, mais qui est assez amusant à lire, qui s'appelle, d'un certain David Kayser, qui s'appelle How the Hippies Save Physics, comment les hippies ont sauvé la physique, qui est assez intéressant parce qu'il montre que dans les années 60-70, personne ne s'intéressait au théorème de Bell, sauf un groupe de gens qui s'appelait le Fundamental Physics Group, physique s'écrivant avec KS, à Berkeley, Californie. Alors c'était des gens qui étaient très hippies, New Age, exploration de la conscience. Il y a toutes sortes de trucs complètement bizarres là-dedans. Mais c'est vrai, et ça je pense que l'auteur a raison, c'est qu'il dit c'est un peu comme les gens qui ont voulu prouver le mouvement perpétuel au XIXe siècle. Maintenant, évidemment, ça paraît idiot de prouver le mouvement perpétuel, mais quand on l'a fait, ça permet de clarifier certains concepts parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, si vous voulez. Et ici, ces gens-là, ils étaient très intéressés par la psychokinèse, par l'action, la transmission de pensée, l'action de la conscience au monde, etc. Mais n'empêche, y compris à travers leurs erreurs et la réfutation de certaines de leurs erreurs, on est arrivé à clarifier la situation, en particulier en ce qui concerne ça. C'est d'ailleurs assez comique de voir que ces hippies, ils ont réussi à obtenir de l'argent de l'armée américaine pour faire des études qui permettraient d'envoyer des messages aux sous-marins sans aucune interception, etc. Alors, c'est parce que ce qui se passe, c'est ceci. Je ne peux pas l'expliquer trop en détail, mais si vous regardez les résultats des réponses, vous avez une suite parfaitement aléatoire de oui et de non, et qui ne sont pas contrôlables. Ce n'est pas comme dans l'histoire de Tintin, où vous pouvez mettre une piqûre d'un côté ou ne pas la mettre, et donc agir sur le type qui est en Europe. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ça. Et donc, parce que vous ne pouvez pas contrôler les résultats, aucun message ne peut être transmis. Essentiellement, c'est ça. Heureusement, parce que d'après la théorie de la relativité, ça c'est pour les experts, mais si on peut envoyer des messages instantanément, on peut aussi en envoyer dans son propre passé.
Alors vous avez ce qu'on appelle des boucles causales, c'est-à-dire vous pourriez envoyer un message à votre grand-mère pour dire de ne pas sortir de chez elle le jour où elle a eu un accident, alors elle ne sortirait pas, elle n'aurait pas d'accident, etc. Bon. Mais cela entre néanmoins en conflit avec l'esprit de la théorie de la relativité, pour des raisons que je mentionne ça au passage, et c'est assez compliqué, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai le temps d'expliquer. Alors, je vais citer quelques réactions. Henri Stapp, qui est un physicien de Berkeley tout à fait respectable et qui a beaucoup écrit sur le théorème de Bell, mais qui faisait justement partie de ces groupes de hippies, il y avait des gens assez sérieux là-dedans, il dit le théorème de Bell est la plus profonde découverte de la science. De l'autre côté, mais alors là, vous allez voir la divergence totale d'opinion. Vous avez Abraham Pais, dont j'ai déjà parlé hier à propos d'Einstein, et c'est lui à qui Einstein a dit « Vous croyez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde ?» qui est quelqu'un qui avait travaillé avec Bohr, et qui était très bohrien. Il dit « La seule partie de l'article de PR qui se vivra, je pense, c'est une phrase. » J'ai oublié la phrase, mais il a de dire « Il n'y a rien dans cet article. » C'est maintenant l'article le plus cité d'Einstein à propos, PR. Et alors, il y a un anonyme qui est cité par Mermin, qui dit « Quiconque n'est pas préoccupé par le théorème de Bell doit avoir des cailloux dans la tête. » Donc, vous voyez que les opinions sont pour le moins partagées. Et je vais terminer par une citation de David Mermin, qui bien que je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, il a écrit un très bon article sur le théorème de Bell. Il dit ceci: « Les physiciens contemporains sont divisés en deux classes. Ceux de type 1 sont préoccupés par EPR Bell. » Bon, je crois que vous avez compris, je suis type 1. Bon. Ceux de type 2, la majorité ne le sont pas, mais on doit distinguer deux sous-classes. Ceux de type 2 petit a expliquent pourquoi ça ne les préoccupe pas. Leurs explications tendent à être soit complètement à côté de la question, ou à se baser sur l'assertion dont on peut montrer qu'elles sont fausses. Ceux de type B ne sont pas préoccupés et refusent de dire pourquoi. Leur position est inattaquable. Il existe une variante de type 2B qui disent que Bohr a arrangé tout cela, mais refuse d'expliquer comment. Et c'est quelque chose que je dois préciser, c'est que toute cette histoire que je vous ai expliquée aujourd'hui, donc maintenant je vais passer à quelque chose d'encore plus contesté, mais donc ce que j'explique aujourd'hui sur Bell, à mon avis c'est incontestable, mais c'est contesté, c'est pas accepté généralement. Donc je vais être honnête. Ce que j'ai dit hier, c'était tout à fait standard, à part le fait que j'étais critique, mais tout ce que j'ai raconté sur la description avec fonction de nom, la réduction, ça c'est tout à fait standard. Ma façon de présenter Bell est de le comprendre, mais je dois être honnête avec vous, c'est pas généralement accepté, c'est ce que dit Mermin. OK? Bien. Alors, je vais passer à la théorie de Broglie-Bohm, qui a été développée, si vous voulez, une première fois par de Broglie en 1927, je reviendrai sur l'histoire dans un moment, et par Bohm en 1952, puis qui a été popularisé surtout par Bell et puis par Goldstein, Zanghi, enfin par toutes sortes de gens par la suite. Alors c'est une théorie de variables cachées qui ne sont pas cachées, ça c'est un premier paradoxe. C'est une théorie qui élimine entièrement le rôle de l'observateur, de la mesure, etc., qui est entièrement déterministe, qui rend compte de toutes les expériences justifiant la mécanique quantique ordinaire. Alors par ordinaire, je vais faire une concession en disant en dehors de la théorie des champs, etc., mais même en théorie des champs, c'est possible, on va dire, c'est peut-être moins précis mathématiquement, qui permet de comprendre le rôle actif de l'appareil de mesure. C'est-à-dire, on va voir que d'une certaine façon, la mesure, entre guillemets, crée la réalité, mais d'une façon complètement mécanique et qui n'a rien à voir avec l'intervention de la conscience et tout ce que vous voulez, qui est purement dans les équations de la théorie, c'est-à-dire l'intuition de Bohr, mais sans en faire un a priori philosophique, et qui explique dans la mesure où c'est possible la non-localité. Donc, voilà, ça c'est le programme pour la dernière demi-heure. Alors, êtes-vous prêts à écouter? Alors, la réponse des physiciens, c'est souvent en 2 mots, mais pas plus. Alors, repensons à l'expérience des 2 trous. Donc, je vous ai rappelé ce que je vous ai dit hier. J'avais fait ça plus en détail. Donc, vous avez un trou ouvert, vous avez cette densité d'impact. Vous avez l'autre trou, cette densité d'impact. Alors, vous attendez à voir la ligne en pointillé, mais en réalité, vous avez les oscillations et donc vous avez un comportement ondulatoire. Comment les électrons peuvent-ils être à la fois ondes et particules? Donc, c'était la question. Élémentaire, mon cher Watson, ça c'est la réponse de Broglie-Bohm, ce sont des particules guidées par des ondes. Rien de plus simple. Voilà les 2 mots, la matière se meut, en anglais c'est 2 mots, matter moves. Voulez-vous plus de détails? Alors je ne vais pas vous écrire les équations, elles sont disponibles à beaucoup d'endroits, mais dans la théorie de Broglie-Bohm, les particules ont des positions à tout moment, aussi des trajectoires et des vitesses. Les positions sont les variables cachées de la théorie, c'est-à-dire non incluses dans la fonction d'onde. Les fonctions d'onde, comme je l'ai dit 1000 fois, ne décrivent pas des positions. Elles ne sont pas cachées parce que les positions sont la seule chose que l'on voit dans n'importe quelle expérience, par exemple dans celle des 2 trous. Dans les 2 trous, vous détectez à chaque endroit l'impact d'une particule. Donc vous voyez une position, vous ne voyez rien d'autre.
on peut expliquer qu'en général, on ne voit jamais que des positions. Alors maintenant, l'état physique complet du système est donné par la fonction d'onde et les positions des particules. Alors il évolue de la façon suivante. La fonction d'onde évolue de la façon habituelle, c'est-à-dire avec l'équation de Schrödinger, que l'on fasse des mesures ou pas. Il n'y a rien de spécial lors des mesures. Donc la mesure ne joue plus aucun rôle spécial. La fonction d'onde n'est jamais réduite à proprement parler. Il y a un effet similaire que je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais la première chose à comprendre, c'est que bon, vous avez l'évolution en dehors des mesures qui se passe tout le temps. Mais évidemment, il y a d'autres variables dans la théorie que la fonction d'onde. Le mouvement des particules est guidé par la fonction d'onde du système. Alors, j'aime beaucoup cette image, d'une simulation numérique déjà assez ancienne, qui est l'expérience des deux trous, où on prend la dynamique de de Broglie-Bohm, donc on prend l'équation de Schrödinger pour l'évolution de la fonction d'onde et l'équation de de Broglie-Bohm pour l'évolution des particules guidées par l'onde. Et chaque ligne ici, chaque ligne, je n'arrive pas à les suivre très bien, représente une trajectoire. Donc si vous faites l'expérience un grand nombre de fois, bon ici évidemment tout est tout noir, mais vous pouvez imaginer chaque fois il y a un point particulier qui donne lieu à une trajectoire et la particule va à certains endroits, et ça c'est le deuxième mur. Vous voyez que sur le deuxième mur, il y a des endroits où il y a beaucoup de particules qui arrivent et d'autres il n'y en a pas. Donc vous avez des franges d'interférence. Et il y a deux choses intéressantes à remarquer. L'une, c'est que le mouvement ici est dans le vide, classiquement, mais il est guidé par la fonction d'onde. Et la fonction d'onde vient des deux trous. Si j'avais une fonction d'onde venant d'un seul trou, j'aurais des comportements tout à fait différents. Mais comme les deux trous sont ouverts, la fonction d'onde, étant une onde, se propage comme une onde et donc remplit tout l'espace d'une certaine façon et agit sur la particule là où elle est. Donc la particule est toujours quelque part, mais la fonction d'onde qui la guide est cette somme de deux fonctions d'onde partant des deux trous. Et ça donne lieu à ce mouvement bizarroïde, mais c'est la solution des équations du mouvement. Il y a des équations du mouvement. D'accord? Alors évidemment, ce mouvement est hautement non classique, parce que, je crois que c'est Buchenholz qui avait dit ça hier, est-ce qu'on peut penser à la particule se déplaçant en ligne droite? On peut penser à la particule se déplaçant, mais ce n'est pas des lignes droites. Dans cette expérience-ci, dans l'autre, je ne sais pas. Mais ici, ce n'est pas des lignes droites. Mais qui vous a dit que ça devait être de la mécanique classique? On n'a pas dit qu'on revenait, parce qu'on accuse Bohm de revenir à la physique classique. Non, c'est une dynamique. Il n'y a pas d'observateur, rien du tout. C'est une dynamique tout à fait comme la dynamique de Newton, mais avec d'autres équations, évidemment. Mais vu que les phénomènes quantiques sont surprenants, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui change. On ne veut pas revenir à la mécanique classique. Notons aussi qu'il y a une ligne ici sur laquelle je reviendrai, la ligne nodale, comme la ligne du milieu, que les particules ne peuvent pas traverser pour des raisons de symétrie que je ne vais pas expliquer, mais elles ne peuvent pas les traverser. Et donc, on peut a posteriori déterminer par quel trou la particule est passée. Donc, on vous dit, vous ne pouvez pas savoir à la fois où elle arrive et où elle est passée. Si, vous pouvez le savoir si la théorie est vraie. Mais ça, c'est quelque chose qu'Einstein a toujours souligné, il avait expliqué ça en 1926 à Heisenberg. Il a dit, c'est la théorie qui détermine ce qui est observable. Si vous avez une théorie, alors vous pouvez en inférer que certaines choses se sont passées. Mais évidemment, il faut croire à la théorie, et la théorie, elle est déterminée par ses succès empiriques. Alors, c'est intéressant qu'une expérience publiée en 2011 dans Science représente des trajectoires, pas d'électrons, mais de photons lourds. Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est assez intéressant de voir que qualitativement, l'image est assez semblable à celle qu'on a ici, avec deux trous. Et alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on mesure des trajectoires? Parce qu'on vous a dit qu'en mécanique classique, en mécanique quantique ordinaire, il n'y a pas de trajectoire. Et ça, c'est une mesure qui est faite une mesure faible, et donc c'est une mesure indirecte. Mais c'est quand même assez suggestif, et c'est assez intéressant de voir l'analogie, disons, classique, qui montre qu'effectivement, alors on dit on ne peut pas les mesurer, ça c'est vrai, mais on les mesure indirectement, et beaucoup de mesures sont indirectes. Quand vous mesurez la température du Soleil, vous n'allez pas mettre votre doigt là pour voir la température du Soleil. Et donc, beaucoup de mesures en astronomie, etc., même si vous allez chez le médecin, vous faites une prise de sang, c'est une mesure indirecte sur ce qui se passe dans votre corps, parce qu'on ne prend pas tout ce qui se passe dans votre corps. Donc. Alors revenons à la citation de Landau et Lifshitz, que vous avez dit, c'est un livre tout à fait standard, très bohrien, mais standard de mécanique quantique, où ils disent que l'expérience à deux trous ne peut en aucune façon être réconciliée avec l'idée que les électrons se déplacent selon des chemins. En mécanique quantique, il n'y a pas de concept de chemin d'une particule. Au vu de ce que je viens de dire, est-ce si clair que cela? Je trouve beaucoup plus clair ce que dit, évidemment, je reviens toujours avec mon héros, qui est Bell. N'est-il pas évident, étant donné la petitesse des scintillations sur l'écran, où vous détectez tac, 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 toujours un point, que nous avons affaire à une particule? Et n'est-il pas évident, étant donné les franges d'interférence et de diffraction, les franges d'interférence et le fait que vous voyez beaucoup de particules à un endroit et très peu à d'autres, que le mouvement de la particule est dirigé par une onde? De Broglie a montré en détail comment le mouvement de la particule passant par seulement un des trous de l'écran pouvait être influencé par des ondes se propageant à travers les deux trous. Et influencé d'une façon telle que la particule ne va pas là où les ondes s'annulent, mais est attirée là où elles coopèrent.
Cette idée me semble si naturelle et simple pour résoudre le dilemme entre particules que le fait qu'elle soit si généralement ignorée, ça c'est un euphémisme, me paraît être un grand mystère. Moi aussi. Alors, dans l'expérience des différés, qui était ce truc tout à fait mystérieux où on décidait maintenant si les particules étaient passées il y a des millions d'années d'un côté d'une galaxie ou l'autre, enfin les ondes lumineuses, il n'y a rien de spécial. La particule passe par un trou, elle est toujours guidée par sa fonction d'onde. Ici, la fonction d'onde, évidemment, va avoir deux morceaux, si vous voulez, qui vont interférer, donc vous aurez les franges d'interférence, et sinon, la particule va être détectée en un point ou l'autre. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que, n'empêche, la théorie de Broglie-Bohm est contre-intuitive, parce que c'est naïf de croire que si on la détecte en C1, elle vient du premier trou, de C2, du deuxième trou. En réalité, si on étudie les équations, vous voyez, c'est naïf parce qu'on n'a pas de théorie. On attribue des trajectoires aux particules tout en disant qu'il n'y en a pas. Mais si vous avez une dynamique, alors vous pouvez dire par quel trou elle passe, comme je l'ai dit. Et alors, en réalité, ce sont les particules passant par le premier trou qui seront détectées ici, et celles par le deuxième trou détectées là. Et la raison, c'est la même qu'ici. Vous avez une ligne au milieu que vous ne pouvez pas franchir, et ici aussi, par symétrie, vous avez une ligne au milieu que les particules ne franchissent pas. Et donc, une particule ici va rebondir et être détectée en C2. Et ce genre de comportement qui est parfaitement dans les équations est contre-intuitif, et alors ça mène à toutes sortes d'objections un peu non pertinentes, on va dire, pour ne pas dire idiotes, à la théorie de Broglie-Bohm. Bien. Alors maintenant, je vais expliquer ce qui se passe quand on mesure le spin. J'ai un peu parlé du spin, et le spin est essentiel pour comprendre la non-localité. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop technique, je ne pense pas que ça sera trop technique, mais les 10 ou 15 minutes prochaines essaieront d'expliquer justement un point essentiel. Pourquoi les mesures, autres que celles de position, ne mesurent en général rien de réel? Évidemment, il y a une réalité, mais on va voir ce que je veux dire par là. Alors, je montre la figure ci-dessus, qui est la figure, donc il y a la particule qui vient ici, et je mets mon petit plan ici, qui devrait être perpendiculaire à la figure ici, avec le champ magnétique, et la particule va vers le haut ou vers le bas. Et on la détecte vers le haut ou vers le bas. Mais qu'est-ce qui se passe quantiquement? Avant, j'avais simplement montré une trajectoire de particule vers le haut ou vers le bas. Quantiquement, vous avez la fonction d'onde ici, qui se sépare en deux. Donc, j'ai représenté par un petit rond la fonction d'onde, on va dire que c'est une fonction qui vaut 1 ici et 0 ailleurs, peu importe, ça c'est très arbitraire, enfin très simplifié. Mais le fait, c'est qu'elle va se couper en deux, une partie va vers le haut, une partie va vers le bas, c'est encore un exemple de superposition. Dans la mécanique quantique ordinaire, le petit point n'est pas là. Ça, c'est la théorie de Broglie-Bohm. Dans la théorie de Broglie-Bohm, vous dites, ah, mais la particule a une position qui est indiquée par le petit point. Et de nouveau, avec la symétrie dont j'ai mentionné plus tôt, j'imagine toujours ces trucs symétriques, la particule va aller vers le haut si elle part en haut, au-dessus de la ligne du milieu. D'accord? La fonction d'onde se sépare en deux. Dans la théorie de Broglie, si la particule part initialement au milieu, au-dessus, elle va aller vers le haut. Et alors, on va dire que son spin, c'est-à-dire, maintenant, on va la détecter ici, on va dire, elle a été dans le sens du champ, alors on dit le spin est up. Ça, c'est parce que up, c'est pour dans la direction du champ. Mais maintenant, vient le point peut-être le plus profond, je trouve, dans la théorie de Broglie-Bohm, c'est que si vous inversez le sens du champ, qu'est-ce qui va se passer avec votre particule? Bien, la fonction d'onde va se couper en deux de nouveau, mais la particule étant au-dessus de la ligne du milieu, ne pouvant pas la traverser, va de nouveau aller vers le haut. Elle va de nouveau aller vers le haut. Mais maintenant, elle va aller dans le sens opposé au champ. Par conséquent, on va déclarer le spin down, parce que up, c'est dans le sens du champ, down, c'est dans le sens opposé au champ. Ça, c'est le truc qui est mystérieux. Dans les deux cas, on part exactement la même fonction d'onde, par hypothèse, la même position de la particule. Donc l'état physique complet de la particule est identique dans les deux cas. On mesure le spin, entre guillemets, dans la même direction, mais avec deux protocoles différents, le champ vers le haut, le champ vers le bas. Et suivant le choix qu'on fait, on obtient des résultats différents. Et par conséquent, on crée le résultat d'une certaine façon. Mais il n'y a rien de mystérieux, c'est dans les équations. Mais ça veut dire que vous ne mesurez pas une propriété. Quand vous mesurez, soi-disant, le spin, vous ne mesurez pas une propriété intrinsèque de la particule, mais il y a une interaction entre la particule avec toutes ses propriétés, même bon, moi je ne sais pas savoir où la particule est, parce que ça c'est. Mais même Dieu qui sait tout, il voit la particule, il voit où elle est, mais il ne peut pas prédire quel sera le spin, parce qu'il faut lui dire aussi dans quel sens on va orienter le champ. D'accord? Ce qui veut dire que la mesure ne révèle aucune propriété intrinsèque de la particule. Une mesure en général est effectivement, comme l'ont dit les Copenhaguiens, mais ils l'ont dit comme ça a priori,
est une interaction entre un appareil de mesure et la particule. À cause du choix du mot mesure, il est difficile de ne pas penser à la révélation d'une propriété intrinsèque. Donc, comme je l'ai dit hier, si je viens avec un mètre ruban, je mesure la longueur de la table, je suppose que la table a une longueur avant de la mesurer. Et ça, c'est le drame d'utiliser le mot mesure, parce qu'on a introduit ce mot mesure, et on remarque que, alors que les gens sont agnostiques et disent oh, il n'y avait pas de propriété avant la mesure, etc., néanmoins, ils utilisent le mot mesure qui suggère qu'il y a des propriétés qu'on révèle. Et quand on leur explique que dans la théorie de Breuil-Bohm, il n'y a pas de propriétés qu'on révèle, sauf les positions, alors ils sont mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais non, justement, ça, c'est la beauté du truc. Bohr avait insisté sur l'impossibilité d'une distinction nette entre l'appareil de mesure et la particule. Il avait raison. Mais chez lui, c'était une question plus ou moins a priori. Dans la théorie de Breuil-Bohm, c'est une conséquence des équations. Et pour moi, c'est le plus grand succès. C'est ce que vraiment m'a converti à la théorie quand j'ai compris ça, mais il y a déjà longtemps. Expliquer ce que sont vraiment les mesures, plutôt que d'en faire un deus ex machina, un axiome, un postulat, patati patata. Parce qu'en général, c'est ce qu'on vous dit dans les livres. Et donc, les mesures, elles disparaissent. Elles existent toujours, mais elles disparaissent. Elles sont dans la théorie physique. Elles font partie de la théorie. Ce qui se passe dans une mesure fait partie de la théorie physique, d'une théorie physique qui vous parle du monde, indépendamment qu'on le regarde ou pas. Ça, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que les particules ont des trajectoires, comme en mécanique classique, et quand vous faites une mesure, ben, elles vont vers le haut ou vers le bas, et ça dépend des détails. Alors, dernier... Bon, ça va, je suis dans les temps. Qu'est-ce qui se passe avec la non-localité? Mais la non-localité dans la théorie de Breuil-Bohm est justement liée au fait que les mesures de spin ne sont pas des vraies mesures, ne mesurent pas quelque chose de préexistant. Alors, évidemment, c'est lié au fait que vous avez une fonction d'onde qui guide simultanément les deux particules. Ce qui implique qu'agir sur une particule en effectuant une mesure sur celle-ci influence immédiatement le comportement de l'autre particule, et instantanément, donc, même si c'est très éloigné de la première. Ça, c'est le résultat. Et on va revenir avec une expérience que j'ai déjà vue précédemment, mais maintenant, je vais mettre mes petites fonctions d'onde et mes positions. Donc, je prends les particules A et B, qui vont vers des objets où il y a un champ magnétique vers le haut, ici, des deux côtés. Donc, le 1, c'est seulement pour dire que c'est la direction verticale. En X et en Y, c'est là où on posait les questions, vous vous rappelez? Donc, ici, je prends juste une question. Et mes fonctions d'onde vont se couper en deux, ici et ici aussi. Supposons qu'on prenne la particule ici, qui soit initialement de nouveau au-dessus de la ligne du milieu, et que je mesure d'abord le spin dans la direction en X. Bon, si vous voulez, mettez simplement cet objet-là un peu plus loin. À droite, imaginez une distance plus grande, donc la particule... Bon, on mesure d'abord en X. Alors, nécessairement, la particule va aller vers le haut. Pourquoi? Ben parce qu'elle ne peut pas traverser la ligne du milieu, c'est toujours la même histoire. Mais comme la particule B est anticorrélée avec la particule A, si celle-ci va vers le haut, si on fait d'abord la mesure ici, elle va vers le haut, la particule en B, nécessairement, va vers le bas parce qu'elle va nécessairement aller dans le sens opposé au champ. D'accord? Parce qu'elles sont anticorrélées, on l'a vu. Et ça, j'ai simplement dessiné ce qui se passe dans la théorie de Breuil-Bohm. Mais maintenant, si j'inverse le champ du côté X, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissez un moment. La particule A, elle va toujours aller vers le haut, puisqu'elle ne peut pas traverser la ligne du milieu. Mais le spin, maintenant, si vous voulez, va être déclaré down, ici, au lieu de up. Mais comme la particule B est anticorrélée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit aller maintenant, comme celle-ci va dans le sens opposé au champ, puisqu'elle va vers le haut et le champ vers le bas, elle doit aller vers le haut pour aller dans le sens du champ. Elle doit faire l'opposé de la particule A. Et par conséquent, en inversant le sens du champ ici, et en ne faisant absolument rien en Y, je fais que la particule, au lieu d'aller vers le bas, comme elle le faisait ici, va vers le haut. D'accord? Et donc, en agissant en X, en ne faisant rien en Y, on agit sur la particule B, action à distance. D'accord? Mais ça ne permet pas de transmettre de messages, parce qu'on ne peut pas contrôler, ça je n'explique pas très en détail, parce que c'est un peu trop loin, on ne peut pas contrôler. Si vous voulez, quand on répète l'expérience un grand nombre de fois, ce qui va se passer, c'est que parfois la particule va vers le haut, parfois vers le bas, avec la même orientation du champ. La particule B est parfaitement anticorrélée, mais on ne sait pas envoyer de message parce qu'on ne sait pas contrôler si la particule A va aller vers le haut ou vers le bas. Alors, conclusion. Comment penser la relation en théorie de Breuil-Bohm et la mécanique quantique ordinaire? C'est la même théorie. Je dirais que c'est la même théorie. C'est ça ce qui est important à comprendre. C'est la même théorie, mais alors on me dira à quoi bon? Plus exactement, la mécanique quantique ordinaire est la théorie de Breuil-Bohm tronquée.
on oublie les positions, ce qui n'a pas de conséquences pratiques, mais on entre ainsi dans une multitude de problèmes conceptuels qui sont plus souvent ignorés ou résolus par la mauvaise philosophie. Mais ce n'est pas une autre théorie. Pour moi, c'est la complétion rationnelle de la mécanique quantique ordinaire. Il y a des tas d'interprétations. Il y a un article qui contient seulement 10 000 références sur les fondements de la mécanique quantique. Donc, si vous voulez, il y a des tonnes de trucs dans la littérature. Il y a les mondes multiples, évidemment. Il y a aussi il y a toutes sortes de théories. Je pense qu'effectivement, dans mon livre, j'essaie de les cataloguer et de les critiquer, mais pour moi, c'est la mécanique quantique ordinaire, simplement les compléter rationnellement, et donc il n'y a plus tous ces mystères, mais ce n'est pas une autre théorie. Alors parfois on me dit, mais est-ce qu'il y a des tests, par exemple, est-ce qu'il y a de nouvelles prédictions? Mais non, il n'y a pas de nouvelles prédictions, parce que c'est la même théorie. Alors à quoi bon? Mais parce que l'autre n'est pas une théorie, elle ne vous dit rien sur le monde, elle vous dit quels seront les résultats d'expérience, et la théorie de Broglie-Bohm a comme conséquence la mécanique quantique ordinaire, c'est-à-dire les résultats d'expérience. Mais elle vous dit quelque chose sur le monde, elle vous décrit le monde comme il existe, indépendamment qu'on regarde ou pas, et en plus, elle vous analyse ce qui se passe lors des mesures, qui sont un deus ex machina dans la théorie ordinaire. Mais il n'y a pas une autre théorie. C'est la complétion rationnelle, j'appelle ça. D'accord? Alors, si on revient à mes 3 questions initiales. Alors, c'est important. Bon, les mathématiciens vont sûrement pas me contredire. Si vous avez un énoncé général, un contre-exemple suffit à réfuter l'énoncé général. Si vous dites tous les signes sont blancs, si vous trouvez un signe noir, ça réfute l'énoncé tous les signes sont blancs. D'accord? Donc, si j'ai un contre-exemple aux assertions sempiternellement répétées que la mécanique quantique a montré ci, a montré ça, et que j'ai une théorie qui a les mêmes conséquences empiriques, même si je ne suis pas d'accord que la mécanique quantique est une théorie, mais si on l'acceptait comme telle parce qu'on a une certaine image de ce qui se passe, tout ce qu'on prétend est faux parce qu'on a un contre-exemple. La réalité créée par l'observateur, il n'y en a aucune dans la théorie de Broglie-Bohm. Il y a de la matière en mouvement, tout est de la matière en mouvement comme en mécanique classique. Les mesures autres que l'opposition sont des interactions dans l'appareil de mesure et ne révèlent pas les propriétés de la particule. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire de particulier. C'est seulement que la mesure n'est pas une mesure, mais ce sont des interactions. Mais l'interaction est analysée par les équations. Alors, l'indéterminisme inévitable, la théorie de Broglie-Bohm est déterministe, donc l'indéterminisme ne peut pas être une conséquence logique inéluctable des observations d'expérience de la mécanique, c'est simplement impossible. Et pour ce qui est de la non-localité, la théorie de Broglie-Bohm est non-locale. Et c'est un truc qu'on utilise tout le temps contre elle, mais qui est en fait une qualité si vous comprenez EPR-Bell. Donc, comme je vous ai dit, EPR-Bell est déjà, ce que moi je dis d'EPR-Bell, c'est déjà minoritaire. Alors évidemment, comme la majorité pense que EPR-Bell n'ont rien montré de radicalement sur la non-localité, etc., évidemment, ils considèrent que la non-localité dans de Broglie-Bohm est un défaut. Mais le résultat de EPR-Bell montre que la non-localité est une propriété du monde, et donc la non-localité de la théorie de Broglie-Bohm est une qualité et non un défaut. Si vous avez une propriété inéluctable du monde, votre théorie, si elle doit être correcte, doit incorporer cette propriété. D'accord? Je bois un petit peu. Alors, maintenant, je vais vous raconter un peu d'histoire et bon, ça va être détendant, du moins j'espère. Vous allez voir de l'histoire et vous allez voir aussi les querelles entre physiciens. Vous allez voir que vraiment, c'est pas très bisounours et c'est même pas une question de priorité, parce que vraiment, si vous rentrez dans une question de priorité, c'est encore autre chose. Mais vous avez de Broglie, ici c'est une photo de Broglie, qui dit donc après une longue réflexion en solitude et méditation, j'ai eu l'idée en l'année 1923 que la découverte faite par Einstein en 1905 devrait généraliser et étendre ça à toutes les particules matérielles, et en particulier aux électrons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, si vous voulez, Planck, en 1900 et Einstein en 1905, ont, d'une certaine façon, découvert les photons. C'est-à-dire qu'ils ont associé, ils ont considéré la lumière comme des particules, pour simplifier. Et ce que De Broglie a fait en 1923, et dans sa thèse en 1924, c'est associer des ondes à des particules. L'onde dont on parle, c'est, d'une certaine façon, l'onde de Broglie. Entre 23 et 27, De Broglie développe sa théorie de l'onde pilote. Il fait une thèse. Là, c'est intéressant, la thèse est en 24. En 74, De Broglie fait organiser une conférence en France sur les 50 ans de la découverte de la mécanique quantique. Mais si vous faites 74 moins 50, ça fait 24. Et en 24, il n'y a personne d'autre que lui. Heisenberg, c'est 25, Schrödinger, c'est 26. Tout ça, c'est le congrès Solvay, Bohr, c'est 27, etc. Et Einstein, qui devait connaître le français, a fait circuler sa thèse en Allemagne en disant qu'il a levé un coin du grand voile. Et Schrödinger dira avoir été influencé par les idées de Broglie ainsi que par celles d'Einstein. Donc, le rôle historique de Broglie est vraiment très important. Après le congrès Solvay de 27, De Broglie abandonne sa théorie pour diverses raisons.
mais en particulier parce qu'il se rend compte qu'elle est non locale. C'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez. Moi, j'ai quand même lu beaucoup de Breuil, et je pense que les gens ne soulignent pas ça assez. Ils disent, ce qui s'est passé en 27, c'est qu'il a été attaqué par Pauli, qui était très vif, qui lui a fait une objection à laquelle il n'a pas su répondre. Et on dit que c'est à cause de ça qu'il l'a abandonné, mais ça, je ne pense pas, parce que quand on le lit, on voit qu'il était préoccupé par ce caractère non local. Tout le monde l'était. Alors, De Breuil et Bohm sont aussi différents. C'est intéressant parce qu'ils sont arrivés aux mêmes conclusions. C'est intéressant un peu pour l'universalité et le non-déterminisme sociologique en sciences, parce que je n'aime pas beaucoup les théories sociologiques en sciences. De Breuil était un aristocrate, un prince. Son frère avait un laboratoire privé, il ne s'embêtait pas à faire des rapports et tout ça pour avoir des fonds. Il avait un laboratoire privé dans sa maison, Maurice de Breuil, et il était catholique, il était conservateur. Bohm était d'origine juive, il était d'origine plus modeste que de Breuil, ce qui n'est pas difficile. Et il a été, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, membre du Parti communiste américain, ce qui explique ses ennuis ultérieurs. Alors ici, vous voyez Bohm entrer dans la salle d'audience du House American Action Committees, qui était essentiellement, disons, l'instance du macartisme. Il a été poursuivi parce qu'il a refusé de dénoncer d'autres personnes, c'est-à-dire que, comme il travaillait dans un laboratoire lié aux recherches atomiques, après la guerre, pendant la guerre, plus exactement, il était lié à Oppenheimer, et après la guerre, il a travaillé à Princeton à partir de 1946, et il a eu tous ses ennuis. Alors il a invoqué le 5e amendement de la Constitution américaine qui vous protège contre l'auto-incrimination. Il y a un collaborateur d'Hillary Clinton qui l'a invoqué un grand nombre de fois dans l'histoire des emails détruits, par exemple, récemment. Donc il y a plusieurs personnes qui l'invoquent. Mais comme il a invoqué ça, ça vous rendait suspect. Et donc son contrat a été suspendu à l'université de Princeton, le président prétendant de façon tout à fait hypocrite que ce n'était pas de raisons scientifiques et pas politiques. Mais néanmoins, il a été acquitté en 1951. Mais il ne trouvait pas, après avoir été expulsé de Princeton, il ne pouvait pas mettre pied sur le campus. Il ne trouve pas d'emploi dans tous les États-Unis et il part au Brésil à Sao Paulo, où en fait il a été assez malheureux. Il a perdu son visa américain, il ne pouvait plus voyager. Il a dû acquérir la nationalité brésilienne pour pouvoir voyager. Il a été en Israël et puis il a été à Londres, où il était fait membre de Royal Society, mais assez tard dans sa vie. Et donc, c'est tout à fait l'opposé de Breuil. Alors, De Breuil, c'est intéressant, parce que De Breuil a eu le prix Nobel pour sa découverte de la mécanique quantique. Et il a été président, ou secrétaire perpétuel, je devrais dire, de l'Académie des sciences, la partie physique de l'Académie des sciences à Paris. Donc, il a eu, si vous voulez, toutes les reconnaissances officielles. Mais, aujourd'hui, De Breuil, je ne sais pas très bien, ça, je n'ai jamais réussi à éclaircir ça, mais dans beaucoup de milieux en France, il a été détesté, peut-être par des nominations qu'il avait faites. Je n'ai jamais très bien compris, mais il a vraiment été considéré comme ayant retardé la physique française à cause de son intérêt, justement, pour les questions fondamentales. Donc, je connais un nombre maintenant, je les connais un peu tous en France. Et la France est très borisée, c'est-à-dire, c'est le pays le plus borisé qui soit. C'est-à-dire, c'est toujours l'interprétation de Copenhague qui domine, et De Breuil est totalement ignoré pour ces travaux-là. Donc, c'est un peu paradoxal. Bohm est plus connu d'une certaine façon, bien que lui, évidemment, c'est le parfait dissident, outcast, etc., puisqu'il a dû s'exiler. Il a pu revenir aux États-Unis, mais longtemps après. Et donc, en 1951, bon, il faudrait mettre presque les mois pour préciser exactement quand tout s'est passé, mais il écrit un livre qui s'appelle Quantum Theory, qui est considéré comme un des meilleurs livres orthodoxes, et il reformule les objections EPR sous la forme actuelle que j'ai utilisée, qui est EPRB. En 1952, sous l'influence d'Einstein, il change radicalement de point de vue. Donc, c'était un livre tout à fait copenhaguien, si vous voulez. Il redécouvre, indépendamment, il ne la connaissait pas, au moins il a dit qu'il ne la connaissait pas, et complète la théorie de De Breuil. C'est-à-dire qu'il la rend, la théorie de De Breuil ne contenait pas cet aspect, par exemple, sur la mesure que j'ai expliqué. De Breuil ne comprenait pas ce qui se passait quand on faisait une mesure de spin et des choses comme ça, mais il ne faut pas lui en vouloir, c'était le tout début de la mécanique quantique. Mais c'est Gell-Mann qui raconte ça. Quand il a écrit son livre, il l'a donné à Einstein, il a été voir Einstein, et il est revenu, il a dit, maintenant je suis de nouveau à la case de départ, il m'a talk me out of that, il m'a fait changer d'avis. Alors maintenant je vais vous montrer les réactions à la théorie de De Breuil-Bohm, parce qu'elles sont quand même assez intéressantes. Elles sont citées par un monsieur qui s'appelait Max Dresden, qui était un physicien américain, qui a été faire des exposés sur la théorie de De Breuil-Bohm au Saint des Saints, à l'Institute for Advanced Study, qui était
l'endroit où était Oppenheimer, où était Pais, dont j'ai parlé, où était Einstein aussi, je ne sais pas comment. Enfin, on parlera de la réaction d'Einstein dans un moment. Mais les réactions sont très comiques parce que Oppenheimer, enfin, ça c'est cité évidemment par Dresden, ce n'est pas des trucs écrits, mais il dit nous considérons cela comme du déviationnisme juvénile, nous ne perdrons pas notre temps à lire l'article de Bohm. Si nous ne pouvons pas le réfuter, nous devons nous mettre d'accord pour l'ignorer. Pais parle aussi de déviationnisme juvénile. Un autre dit c'est une calamité publique, un trotskiste et un traître. On était en pleine guerre froide. Bon, il ne pouvait pas à la fois être compagnon de route du PC et trotskiste, mais bon, il ne faisait pas attention à ces détails. Et Rosenfeld. Alors Rosenfeld, c'était un proche de Bohr qui était belge, wallon même. Il venait de Liège et il était probablement le plus agressif de tous. Je vous citerai encore Rosenfeld. Il dit le travail de Bohm est un sous-produit à durée de vie courte de la philosophie mécaniste du XIXe siècle. Espérer en des variables cachées est aussi ridicule que d'espérer montrer que 2 plus 2 égale 5. Ça, c'était Heisenberg. Enfin, il citait Bohr. Pauli, donc je vous fais passer tous les Copenhaguens en revue. Pauli, dans une lettre à son ami Firth en 1951, dit Bohm ne cesse de m'envoyer des lettres comme on enverrait un religieux sectaire avant, essayant de me convertir à la vieille théorie de Breuil de l'onde pilote. Son approche est d'une simplicité folle qui est bien sûr au-delà de tout espoir. Alors finalement, je vais citer Rosenfeld de nouveau, qui écrivait à Bohm, bon, tous ces gens se connaissaient et s'écrivaient quand même. Je ne vais sûrement pas entrer dans une controverse avec vous sur la question de la complémentarité, donc de l'idée fondamentale de Bohr, essentiellement qu'on peut décrire un système d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas mettre les images ensemble. Pour la simple raison qu'il n'existe pas le moindre point de controverse à ce sujet. C'est justement parce que nous sommes passés par ce processus de purification à travers des erreurs que nous sommes si sûrs de nos résultats. Vous voyez, ça renvoie à la remarque que j'ai faite hier dans réponse à une question, qui est que, d'une part, chez Copenhague, on a la modestie, on ne peut pas comprendre le monde microscopique, et l'arrogance, nous sommes sûrs de nos résultats, nous sommes sûrs que personne ne le comprendra jamais. Les deux sont là, quoi. Il n'y a rien de vrai, alors ça c'est très comique, dans votre suspicion sur laquelle nous arrivons à la complémentarité par une sorte d'incantation magique. Je suis enclin à vous répondre que c'est parmi vos admirateurs parisiens que je discerne des signes inquiétants de mentalité primitive. Alors là, au moins, c'est avant politiquement correct, mais au moins on savait ce que les gens pensaient, quoi. Einstein, alors c'est très intéressant de voir qu'Einstein, qui est décrit dans l'orthodoxie comme le méchant dogmatique, qui avait des préjugés philosophiques, etc., il disait, je suis fermement convaincu, mais il n'allait pas au-delà de ça, que le caractère statistique de la théorie quantique contemporaine est uniquement dû au fait que celle-ci repose sur une description incomplète des systèmes physiques. D'accord ? Dans une description physique complète, la théorie quantique statistique prendrait approximativement une position analogue à la mécanique statistique dans le cas de la mécanique classique. Là, il fait allusion au fait qu'au cours du XIXe siècle, des gens comme Boltzmann, Maxwell, Einstein lui-même et d'autres ont développé la mécanique statistique, c'est-à-dire qu'ils ont traité les gaz, les liquides, les solides, etc., qui sont les grandes assemblées d'atomes, par des moyens probabilistes, des moyens statistiques, et qu'avec ces moyens-là, on arrive à rendre compte de leurs propriétés macroscopiques, mais on suppose qu'il y a des atomes, qu'ils ont, si vous voulez, les atomes sont les variables cachées. Dans cette pièce, on ne sait pas où sont les atomes, on va supposer qu'il y en a, et ça, supposer qu'ils ont un mouvement, qu'ils obéissent à des lois, a des conséquences macroscopiques, et si vous voulez, c'est l'analogue des variables cachées. Il pensait qu'une théorie quantique rajouterait des variables au-delà de la fonction d'onde, et la fonction d'onde aurait alors un caractère statistique, si vous voulez. Bon, je vous signale au passage que l'année prochaine, il y aura un cours au Collège Belgique sur la mécanique statistique et l'irréversibilité et tout ça. Mais concernant la théorie de Breuil-Bohm, le mot d'Einstein, c'est too cheap, trop facile. Mais n'oublions pas qu'Einstein, ça je ne sais pas, bon, il y a aussi des objections techniques d'Einstein, je discute dans mon livre, mais il était avant tout préoccupé de la non-localité que de Breuil-Bohm ne supprimait pas, puisqu'elle était insupprimable. Mais regardons toujours l'histoire, d'accord ? 23-27 de la théorie de Breuil, établissement de l'orthodoxie au congrès Solvay en 27, en simplifiant un peu. 35, il y a plusieurs épisodes, là, mais en 35, vous avez EPR, qui est incompris. 52, vous avez Bohm. Comme les gens n'ont pas compris EPR, ils ne comprennent pas non plus Bohm. Et puis 64, vous avez Bell, mais évidemment, c'est un peu compréhensible qu'avant Bell, les gens ne pouvaient pas accepter la non-localité. EPR, c'était pour dire que la mécanique quantique est incomplète parce que la non-localité est impossible. Et donc, cette histoire est compliquée. Alors, je vais encore citer quelques réactions négatives qui ont prétendu démontrer que la théorie de Breuil-Bohm était impossible, même quand la théorie de Breuil existait. Alors, il y a un sociologue des sciences qui
ironiquement écrit un article qui dit « What does a proof prove if it doesn't prove ?» Qu'est-ce qu'une preuve prouve si elle ne prouve rien? Comment ce qui existe peut-il être impossible? Alors von Neumann, qui de nouveau est un grand génie, c'est pas ça la question, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, il a écrit dans son livre sur les fondements mathématiques de la mécanique quantique en 1932, ce n'est pas, comme on le suppose souvent, une question de réinterprétation de la mécanique quantique. Le système actuellement existant devrait être objectivement faux, il veut dire par là empiriquement faux, il y a des erreurs, des expériences fausses, pour qu'une description élémentaire autre que celle qui est statistique soit possible. Donc il dit la théorie de Broglie. Alors il écrit ça en 1932, la théorie de Broglie existait en 1927. Born, et je crois qu'il écrit ça après la guerre, il dit « Nul paramètre caché ne peut être introduit grâce auquel la description indéterministe pourrait être remplacée par une description déterministe. Par conséquent, si une future théorie devait être déterministe, elle ne pourrait pas être une modification de la théorie actuelle, mais devait être essentiellement différente. » Donc de nouveau, il dit « Si vous voulez retrouver le déterminisme, vous devez changer radicalement les conclusions de la théorie. Or, la théorie de Broglie montre que c'est faux. » Alors, je vais terminer par revenir à mon héros, la Bell. Ayant lu cela, j'ai relégué cette question dans mes arrière-pensées. Entre parenthèses, moi aussi. Parce que quand j'étais étudiant, on m'a dit la même chose que ce qu'il y a dans Born, von Neumann, on m'a dit c'est impossible, d'accord? Abandonner tout espoir. Et je me suis occupé de choses plus pratiques. Mais en 1952, j'ai vu l'impossible se réaliser. C'était dans les articles de David Bohm. Bohm montrait explicitement comment des paramètres pouvaient effectivement être introduits en mécanique ondulatoire non relativiste, grâce auquel la description indéterministe pouvait être transformée en une description déterministe. Et, ce qui est plus important à mon avis, et au mien aussi, la subjectivité de la version orthodoxe. La référence nécessaire à l'observateur pouvait être éliminée. De plus, l'essentiel de cette idée avait déjà été avancé en 1927 par de Broglie dans son image d'onde pilote. Alors, comment dirais-je, Bell continue, il enfonce le clou. Il dit pourquoi Born ne m'avait-il pas parlé de cette onde pilote, puisqu'il a dit que c'était impossible. Ne serait-ce que pour signaler ce qu'elle avait d'erroné. Pourquoi von Neumann, en 1932, ne l'a-t-il pas prise en considération dans l'extrait que j'ai cité? Plus extraordinaire encore, pourquoi continuait-on à prouver des preuves d'impossibilité après 1952 et aussi récemment qu'en 1978? Parce qu'il y avait des preuves montrant que la théorie de Bohm, de Broglie était impossible encore en 1978, alors que même Pauli, Rosenfeld et Heisenberg ne pouvaient guère produire de critiques plus sévères de la version de Bohm que de la dénoncer comme étant métaphysique et idéologique. Ça fait référence un peu aux citations que j'ai faites, et aussi à un volume en l'honneur, si on peut dire, de Broglie, qui a été fait à Bruxelles, qui a été édité par M. Georges en, je ne sais plus en quelle année, mais disons, où il y avait des contributions de Pauli, Rosenfeld et Heisenberg, qui étaient extrêmement critiques de la théorie de Bohm, même si le volume était en principe en l'honneur de Broglie. Pourquoi l'image d'onde pilote est-elle ignorée dans les ouvrages de mécanique quantique? Ne devrait pas être enseignée non pas comme l'unique voie, mais comme un antidote à l'autosatisfaction régnante, pour montrer que l'imprécision, la subjectivité et l'indéterminisme ne sont pas imposés de force par des faits expérimentaux, mais par un choix théorique délibéré. Alors je vais terminer par une citation de quelqu'un que je cite assez souvent, qui est assez inconnu, puis je vais terminer par quelqu'un de très connu. La personne qui était inconnue, relativement inconnue, c'est Valéa Allori, qui était étudiante en physique et qui a eu... Bon, je m'identifie à elle parce que je suis aussi peu connu qu'elle, donc j'ai cité des gens célèbres ici, mais je trouve ça assez intéressant. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était de comprendre ce que le monde est. C'est pourquoi j'ai étudié la physique. Si la physique est l'étude de la nature, alors pour comprendre la nature, il faut d'abord étudier la physique. Mais mes espoirs ont été déçus par ce qui semble être généralement accepté dans beaucoup de départements de physique dans le monde entier. Après la mécanique quantique, il faut abandonner l'idée que la physique nous donne une image de la réalité. Au début, j'ai cru que c'était vrai, et j'ai été tellement déçu que j'ai décidé d'abandonner mon rêve romantique. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que certaines des choses que j'avais acceptées n'étaient pas si manifestement vraies, et j'ai pris l'espoir que la mécanique quantique n'était pas réellement la fin de la physique au sens où je l'entendais. Par conséquent, j'ai commencé une thèse en physique pour élucider la situation. En faisant mon doctorat sur le fondement de la mécanique quantique, j'ai compris que ce que les physiciens considéraient comme étant une vérité inévitable était au contraire une grossière erreur. La mécanique quantique ne force pas à abandonner quoi que ce soit, et sûrement pas la possibilité d'étudier la réalité à travers la physique. Et donc je trouve ça assez intéressant, parce que comme je l'ai dit au début du premier cours, une de mes motivations, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent des questions, et ils réagissent comme elle, et moi j'ai réagi comme elle. Je me suis intéressé à d'autres choses, ou comme Bell. On me dit que c'est impossible de comprendre, pas comprendre. Alors la dernière slide, je l'aime beaucoup, mais, et là c'est quelqu'un de très célèbre, mais elle n'est pas directement liée à la mécanique quantique, elle est peut-être un peu méchante, mais je vais quand même la citer.
Je sais que la plupart des hommes, même ceux qui sont à l'aise avec les problèmes de la plus haute complexité, peuvent rarement accepter les plus simples et les plus évidentes des vérités. Ces accepter les forcerait à admettre la fausseté de conclusions qui se sont plus expliquées à des collègues, qu'ils ont fièrement enseignées à d'autres et qu'ils ont inséré fil après fil dans le tissu de leur vie. Voilà. Terminé.